Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la loi des conséquences inattendues. Mais avant de commencer ce top 7 des lois aux bonnes intentions qui ont donné de mauvais résultats, laissez-moi d'abord vous raconter une petite histoire. Cette histoire se serait passée à Delhi pendant la période coloniale britannique. La municipalité avait des problèmes de prolifération de cobras. Une idée fut alors proposée et acceptée pour mettre en place une prime pour chaque cobra tué. La loi fut un succès au début, mais des petits malins ont alors commencé à élever des cobras, car le prix de l'élevage d'un cobra était largement compensé par la prime. Quand la ville comprit le stratagème, la prime fut arrêtée. Tous les éleveurs, ne voyant plus l'utilité d'élever des cobras, les ont alors relâchés. La ville s'est alors retrouvée avec plus de cobras qu'à l'origine, montrant ainsi les effets pervers qu'a eu cette subvention. Cette loi a donné naissance à ce que l'on appelle l'effet cobra, ou la loi des conséquences inattendues. Étant incapable de tout prévoir, chaque loi ou règle pensée pour résoudre un problème peut avoir des conséquences non prévues qui peuvent être catastrophiques. D'où la citation bien connue, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Maintenant que vous savez ce qu'est la loi des conséquences inattendues, c'est parti pour le top 7 des lois aux bonnes intentions mais qui ont donné de mauvais résultats. Numéro 7, l'effet rat. On va cette fois parler d'une histoire vraie, qui est similaire à l'effet Cobra. Il y a eu un incident quasiment identique à Hanoï au Vietnam sous le régime colonial français. Le nombre de rats étant colossal dans la ville, les autorités ont proposé une prime en récompense de chaque rat tué. Pour obtenir la prime, il fallait fournir une queue de rat coupée. Les responsables coloniaux ont alors commencé à remarquer que des rats sans queue se baladaient à Hanoï. Les chasseurs de rats capturaient les rats pour leur queue avant de les relâcher dans les égouts pour que ces derniers puissent procréer et ainsi produire plus de rats. Cette mesure a donc non seulement coûté de l'argent aux contribuables pour rien, et n'a pas eu du tout l'effet escompté. Numéro 6. La taxe sur les yachts. En 1990, aux États-Unis, la dette publique a explosé. La solution choisie pour améliorer les finances de l'État fédéral fut d'instaurer une taxe supplémentaire de 10% sur la vente de yachts. Le problème de cette solution est bien que ce soit les riches qui achètent des bateaux de luxe, sont les classes moyennes et populaires qui les produisent, et cette taxe a fait baisser la vente de yachts de l'ordre de 70%. En plus d'avoir amené un revenu ridicule capable de financer le département de l'agriculture pendant seulement 2 heures, cette taxe a détruit l'industrie de batellerie de luxe. En voulant taxer les riches, cette mesure a fait perdre plus de 50% des emplois dans l'industrie et détruit la moitié des entreprises de fabrication de yachts. Les gains suite à cette taxe furent donc inférieurs aux pertes associées à la destruction des entreprises et des emplois de cette industrie. Numéro 5. L'impôt sur les fenêtres. Un impôt sur les portes et fenêtres a été mis en place en France par le Directoire pendant la Révolution le 24 novembre 1798. Cet impôt affectait les propriétaires de bâtiments et augmentait avec le nombre de portes et de fenêtres. Il a alors poussé les propriétaires à construire des logements avec moins de fenêtres. Pour échapper à l'impôt, ils ont également fait sceller des fenêtres ou fait construire de fausses fenêtres trompe-l'œil. Les logements, alors plus sombres et moins aérés, étaient plus facilement insalubres. Et comme le met Victor Hugo dans la bouche de l'évêque de Digne lors d'un sermon dans Les Misérables, « Mes très chers frères, mes bons amis, il y a en France 1320 000 maisons de paysans qui n'ont que 3 ouvertures, 1817 000 qui ont 2 ouvertures, la porte et une fenêtre, et enfin 346 000 cabanes qui n'ont qu'une ouverture, la porte. Et cela à cause d'une chose qu'on appelle l'impôt des portes et fenêtres. Mettez-moi de pauvres familles, des vieilles femmes, des petits-enfants dans ces logis-là, et voyez les fièvres et les maladies. Hélas, Dieu donne l'air aux hommes, la loi le leur vend. Cet impôt dura jusqu'à 1926 et fut supprimé au profit de l'impôt sur le revenu. Numéro 4. Le fiasco de la plus grande route solaire du monde. En 2016, Ségolène Royal a inauguré la plus grande route solaire du monde en Normandie, avec 2800 m² de panneaux photovoltaïques le long de la départementale 5 sur 1 km. L'objectif était de fournir l'équivalent de la consommation annuelle de l'éclairage public d'une ville de 5000 habitants via des énergies renouvelables. Le coût des subventions pour cette route a été de 5 millions d'euros pour avoir rapporté 4 550 € en 2017, 3 100 € en 2018 et 1 450 € au premier trimestre 2019. À ce rythme, il faudrait plus d'un millénaire pour rendre cette route rentable, sans considérer que la production électrique est inférieure de 50% aux prédictions annoncées avant la construction. Elle a été retirée en 2019, seulement 2 ans et demi après sa construction.
Numéro 3, le Cash for Hash scandale. En 2012, l'Irlande du Nord estime qu'elle est trop dépendante en énergie fossile et propose une subvention pour l'utilisation d'énergie renouvelable pour le chauffage. Il s'avéra cependant que les subventions furent plus grandes que le coût du bois de chauffage. Ainsi, plus les récipiendaires de cette subvention brûlaient de bois, plus ils engrangeaient d'argent. Des bâtiments vides furent donc chauffés simplement pour bénéficier des subventions. Voilà donc le Cash for Hash scandale qui coûta près de 500 millions de livres aux contribuables et entraîna la démission du vice-premier ministre d'Irlande du Nord et l'effondrement de la branche exécutive du gouvernement pendant presque 3 années. Numéro 2. La flambée des prix de l'électricité en France. Selon le gouvernement français, qui suit les conseils de l'Union européenne, il fallait ouvrir à la concurrence le marché de l'électricité dans le but désiré de diminuer les coûts pour les consommateurs. Début de la mise en concurrence, en 2007, les marchés européens étaient suffisamment bas pour permettre des économies. Par la suite, la montée du cours des énergies fossiles a augmenté le prix de la production d'électricité en Europe, faisant ainsi de la production nucléaire la moins chère du marché. Cependant, cette concurrence libre étant forcée, l'État oblige EDF à vendre à ses concurrents de l'électricité à des prix inférieurs à ceux du marché, de manière à garder une fausse concurrence. En 2022, on a alors EDF qui doit subir 8 milliards de pertes pour permettre aux autres acteurs du marché d'avoir des tarifs concurrentiels. Selon l'économiste spécialiste de l'énergie Raphaël Borouman, il faut que les tarifs d'EDF soient suffisamment élevés pour permettre aux nombreux concurrents d'EDF d'avoir un espace concurrentiel. On a alors une augmentation des prix pour tous les consommateurs, sans même parler du financement du déficit d'EDF qui devra se faire avec l'argent du contribuable. Numéro 1. La campagne des 4 nuisibles. La campagne contre les 4 nuisibles fut une campagne d'hygiène à grande échelle, instaurée par Mao Zedong en 1958, qui avait identifié la nécessité d'exterminer les moustiques, mouches, rats et moineaux. Les moineaux avaient été inclus sur la liste parce qu'ils mangent des graines de céréales. Une grande campagne d'éradication des moineaux a alors été mise en place par le gouvernement, qui entraîna leur quasi-disparition. En 1960, le gouvernement se rend alors compte que les moineaux mangeaient certes une partie des céréales, mais surtout une grande quantité d'insectes, notamment les criquets. Ces derniers ont alors proliféré et diminué grandement la production de riz. Il en résulta un déséquilibre écologique énorme et cela conduisit en partie à l'avènement de la grande famine chinoise qui entraîna la mort de près de 30 millions de personnes. Mao Zedong sera même obligé d'importer du RSS des dizaines de milliers de moineaux par la suite. Comme vous avez pu le voir avec ces exemples, de bonnes intentions n'amènent pas forcément de bons résultats. Quand on cherche à créer une règle, dans n'importe quel cadre que ce soit, il faut donc faire bien attention à la manière dont cette règle va être suivie, car l'intérêt personnel des gens qui la suivent ne correspond pas forcément aux intentions des régulateurs. C'était PH, je vous remercie de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager. Moi je vous dis à la prochaine, ciao.